Bonjour à tous, on va continuer le cours de statique des solides en parlant des actions mécaniques dans les liaisons parfaites. Alors on a déjà parlé des liaisons parfaites en séquence 4 où on les a introduites et en séquence 6 où on les a utilisées notamment pour faire de la cinématique. Et donc je vous rappelle qu'on a mis un ensemble d'hypothèses en place pour pouvoir justifier ce modèle. Tout d'abord, il va être important de supposer que les pièces soient des solides qui ne se déforment pas. Voilà, donc toute la mécanique qu'on fait, je vous le rappelle, est dans le cadre des solides indéformables. Ensuite, on a supposé que les surfaces étaient géométriquement parfaites. Ça veut dire que typiquement, si vous prenez par exemple un livre et que vous le posez sur votre table, on va supposer que la surface de contact entre le livre et la table, c'est une surface qui va être géométriquement parfaite. En l'occurrence, ça va être une surface plane, mais plane au sens équation mathématique d'un plan. Ensuite, on suppose que les jeux sont nuls. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, typiquement, si vous vous intéressez à une pivot glissant qui est réalisée par un cylindre creux dans lequel on vient de mettre un cylindre plein, on va supposer que les diamètres de ces cylindres sont rigoureusement identiques. Encore une fois, tout ça, bien sûr, c'est des hypothèses. En pratique, si vous regardez de très près un cylindre, déjà, c'est pas un cylindre, et de plus, le rayon, il va varier en fonction de la hauteur, etc. Donc il n'y a aucune raison que dans la vraie vie, cette hypothèse soit vérifiée. Il y a même de bonnes raisons pour que ce ne soit pas le cas. Mais tout ça, ça va être des hypothèses de modélisation. Donc là, on a vu à peu près les hypothèses dont on avait parlé en séquence 4 pour définir la notion de liaison. Je vous rappelle qu'on avait défini cette notion de liaison comme étant en fait une modélisation du contact. Donc là, en parlant de contact, justement, on va supposer en plus une nouvelle hypothèse importante, c'est que le contact se fait sans frottement ni adhérence. Alors la différence entre frottement et adhérence, on en reparlera un peu plus tard. Globalement, je pense que vous sentez bien l'idée du frottement. Imaginez que vous posiez un livre, du coup toujours, on va rester sur notre livre, sur la table. Si vous avez mis de l'huile sur votre table et de l'huile sur votre livre, a priori, il devrait plutôt bien glisser. Alors que si jamais vous posez votre livre sur, sur du gravier, a priori, il va moins bien glisser. Donc voilà, donc cette notion, c'est cette notion de frottement. Donc là, on suppose qu'il n'y a absolument pas de frottement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement qu'on va avoir du glissement très naturellement. Dès qu'on met le moins de petit effort, ça va glisser. Ok. Donc avec ces trois hypothèses, on va dire plutôt cinématiques, géométriques et cinématiques, et avec donc cette nouvelle hypothèse qu'on vient de poser sur le frottement, on va vraiment pouvoir là donc parler de notion de liaison parfaite. Alors, je vous rappelle, on a dit que à la base, la liaison, c'est un modèle qui avait été posé pour modéliser le contact entre des solides. Et on a vu on a vu précédemment dans la dernière vidéo de cours que quand on avait du contact, on pouvait avoir une action mécanique liée à ce contact. Typiquement, si vous posez votre main sur le mur et que vous appuyez, je pense que vous sentez que vous transmettez au mur une action mécanique, donc qui passe bien par un contact. Donc là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de mettre en place un torseur qui va correspondre à l'action mécanique qu'on peut transmettre par le contact dans une liaison. Donc, pour trouver l'expression, enfin en tout cas au moins les formes de ces torseurs, il y a, on va dire, trois méthodes. Il y a une méthode qui est relativement, on va dire, qui est plutôt propre. C'est comme ça qu'il faudrait faire en théorie pour le faire proprement, mais qui va utiliser les dernières parties du cours, typiquement cette partie-là. Donc on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, il y a une méthode qui utilise plutôt le cours de deuxième année, dont on reparlera un peu après. Et puisqu'on n'a pas encore vu le cours de deuxième année, évidemment. Et une méthode qui est un petit peu plus intuitive, et c'est celle-là que je vais essayer de vous faire sentir dans un premier temps avec les mains. Alors, je vous propose de raisonner avec un exemple. Alors, imaginons que, pour commencer, qu'est-ce qu'on va se faire comme exemple? Allez, on va se faire une ponctuelle. Donc, imaginons que vous posiez sur votre livre ou sur votre feuille, donc là j'ai une feuille, ça va être ma classe d'équivalence 0, et je pose sur ma feuille mon stylo. Voilà, donc là j'ai mon stylo avec la mine,
qui touche la feuille en un point que j'appelle I. Et je vais juste, pour qu'on se comprenne bien, définir un repère, X, Y, Z, c'est la normale au plan. Ok. Donc là, entre mon stylo 1 et ma feuille 0, j'ai un contact qui est un contact ponctuel. Donc ça, on sait comment le modéliser. On va le modéliser par une liaison sphère-plan de normale IZ. Donc on peut par exemple maintenant s'intéresser au mouvement possible de 1 par rapport à 0. Et un bon outil pour étudier ça, c'est le torseur cinématique de notre solide 1 par rapport à notre solide 0. Alors je présume que vous connaissez maintenant par cœur vos torseurs cinématiques de liaison. Et du coup, vous savez que si je l'exprime au point I dans la base petit b, donc petit b ça va être ma base x, y, z, je vais avoir toutes les rotations possibles, donc je vais avoir du PQR typiquement. Mon stylo va bien pouvoir se translater dans le plan, donc j'aurai du UV, mais par contre, il ne va pas pouvoir se translater suivant la direction Z. Pourquoi? Parce que sinon, si il se translate vers le haut, ce qui va se passer, c'est que d'un coup, j'aurai plus de contact, donc j'ai changé la nature du contact, c'est plus la même liaison, donc j'ai pas le droit dans ma modélisation. Et si mon stylo il se translate vers le bas, en pratique, ça veut dire que j'ai déformé mon livre ou ma feuille, ou le bureau qui est en dessous, et ça, j'ai pas le droit de le faire, puisque je vous rappelle que nos solides sont indéformables. Donc tout ça pour dire que, a priori, le torseur cinématique de liaison associé à ma sphère-plan de normale IZ, c'est celui-ci. Donc là, on reconnaît au passage une sphère-plan de normale IZ. Ok. Alors maintenant, on va se poser une question un tout petit peu différente. On va dire, ok, donc j'ai deux solides, 1 et 0, qui sont en contact au point I. Donc vu que j'ai du contact, a priori, je dois pouvoir transmettre une action mécanique de contact. Et donc on peut s'intéresser à la modélisation de cette action mécanique, par exemple, l'action mécanique donc de 1 sur 0. Donc l'action mécanique que vous exercez avec votre feuille sur votre table. Alors, on va réfléchir à ça ensemble. On va commencer, je vous propose, par travailler sur la résultante. Donc, la résultante, ça veut dire qu'on va appliquer un effort pour essayer de mettre en translation notre stylo. Alors, si j'applique un effort dans la direction X, donc là, voilà, j'applique un effort sur mon stylo dans la direction X, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dès que je vais vouloir transmettre un effort, dès que je vais vouloir appuyer dessus, mon stylo, il va glisser. Et mon stylo, il va du coup, ce que je fais en violet, on va dire que c'est des vecteurs vitesse, mon stylo, il va se déplacer. Et il va se déplacer sans avoir besoin, en fait, avec, on va dire, un effort qui va être aussi petit qu'on le veut. Pourquoi? Parce qu'on va supposer qu'il n'y a pas de frottement et d'adhérence. En gros, donc, si vous prenez votre stylo, que vous le posez sur votre table, et que vous essayez de translater votre stylo dans le plan de la table, il va falloir fournir un petit effort. Alors pourquoi il faut fournir un petit effort? Parce que votre stylo, en pratique, il frotte sur la table. Mais maintenant, imaginez, on peut essayer de faire ça à la maison, j'ai pas tenté la manip. Maintenant, si vous trempez le bout de votre stylo dans un peu d'huile de tournesol ou que sais-je, et que vous retentez la manip, a priori, vous allez sentir que l'effort à fournir est beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça frotte moins. Et maintenant, si on va au bout du bout et qu'on suppose qu'on a plus du tout de frottement entre les deux, alors encore une fois, physiquement parlant, c'est un modèle, donc c'est pas forcément faisable ou facilement. Mais on va poser cette hypothèse qu'il n'y a plus du tout de frottement. Dès qu'on met un effort aussi petit qu'on le veut à ce niveau-là, notre stylo va translater. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, on ne va pas pouvoir transmettre d'effort entre le solide 1 et le solide 0, puisque dès qu'on va appuyer, le stylo il va bouger, mais du coup on ne pourra pas mettre d'effort sur notre stylo dans la direction X. Et il en est, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, en résultante, suivant X, je vais avoir 0. Avec un raisonnement complètement analogue, on aura aussi 0 dans la direction Y. Alors maintenant, on va réfléchir à ce qui se passe dans la direction Z. Donc imaginez que vous prenez votre stylo. Alors pour fixer les idées, ça sera surtout plus pratique à faire pour
pour vous. Alors comment je vais faire ça facilement? Alors attendez, j'efface ce trait. Oh, je fais n'importe quoi. Alors, juste pour fixer les idées, je prends mon stylo, hop là, voilà, et je le mets vraiment vertical. Ça sera un petit peu plus facile à modéliser, enfin à faire en pratique, hein, mais petite remarque, on a toujours un contact ponctuel au point I et on a toujours une normale Z. Donc c'est juste pour vous aider. Maintenant, si vous mettez donc votre stylo vertical et que vous appuyez dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous regardez là cette fois-ci, maintenant vous avez le droit d'appuyer. Vous pouvez appuyer, vous pouvez même appuyer aussi fort que vous voulez. Enfin, montez pas non plus debout, hein, sinon vous allez en fait casser votre stylo ou casser votre table, et du coup, petite remarque, la première hypothèse sera plus vérifiée. Hein. Mais vous pouvez appuyer avec un effort relativement important, et l'effort que vous mettez sur votre pièce 1, il va se transmettre à la pièce 0. Ça veut dire une autre façon de le voir, hein, si au lieu d'appuyer votre stylo sur un livre ou sur votre table, vous appuyez votre stylo sur votre main, la pièce 0, si vous mettez la paume de votre main en dessous, bah, si vous appuyez avec votre doigt, attendez, hop, je refais ce que je suis en train de dire, hein. Si vous mettez votre main, ceci, hop, je vais essayer de garder les mêmes couleurs, c'est plus facile à faire en vrai ça, hein. Si vous mettez donc votre main sous votre stylo, voilà, donc là vous avez votre stylo qui va appuyer dans la paume de votre main, et que vous appliquez un effort sur votre stylo, ben vous allez ressentir normalement l'effort du stylo sur votre main. Appuyez pas trop fort. Hein. Ce qui veut bien dire que là, par contre, vous transmettez l'effort dans la direction Z. Si vous appuyez sur votre stylo va bien appuyer sur votre main ou sur votre table. Donc cette fois-ci, on va bien pouvoir transmettre un effort entre la pièce 1 et la pièce 0 dans la direction Z. Donc là, je vais avoir un effort que je vais noter grand Z dans la direction Z. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la résultante. Maintenant, on va réfléchir au moment. Donc le moment, hein, toujours pareil, il faut l'exprimer en un point donné, et au passage résonne toujours dans la base B. Donc là, je vais travailler au niveau du point I, donc au niveau du point de contact. Est-ce que, avec le même genre de raisonnement, je peux donner envie, est-ce que mon stylo, on va dire, peut donner envie à ma main ou à votre feuille, en dessous, en gros, à la pièce 0, de tourner. Donc imaginez hein, que vous exerciez un couple, on a vu comment on peut exercer un couple, hein, que vous exerciez un moment au niveau du point I sur votre stylo, est-ce que ce moment va pouvoir se transmettre à votre feuille? Dit différemment, si vous faites tourner votre stylo, est-ce que ça fait tourner votre feuille? Voilà, donc imaginez, mon stylo, je le fais tourner comme ceci. Est-ce que ça va mettre en rotation ma feuille? Bah là encore, pas vraiment. Pourquoi ça va pas mettre en rotation ma feuille? Parce que mon stylo, justement, il a le droit de tourner. J'ai un degré de liberté, j'ai un degré de liberté en rotation. Par exemple, celle que je faisais, c'était la rotation autour de X. Donc vu que mon stylo peut tourner autour de X, dès que je vais mettre un petit couple, il va tourner autour de l'axe IX. Mais vu qu'il va tourner autour de l'axe IX, je ne vais pas pouvoir transmettre de moment. Donc tout ça pour dire que je ne vais pas pouvoir transmettre de moment suivant mon axe X. Pour des raisons complètement analogues, je ne vais pas pouvoir transmettre de moment suivant Y. Et la dernière étape, hein, toujours pareil, donc je le fais sur l'exemple du haut. Si je fais tourner cette fois-ci mon stylo autour de l'axe IZ, si j'essaye de mettre un couple avec ma main sur mon stylo autour de l'axe IZ, est-ce que ça fait tourner ma main en dessous? Pas du tout. Pourquoi? Là encore, parce que mon stylo, il peut tourner autour de l'axe IZ. Donc au final, je vais arriver sur ce torseur d'action mécanique transmissible par mon stylo. Donc là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que quand on a un contact ponctuel qu'on peut modéliser par une sphère plan, typiquement de normale IZ, on va juste pouvoir transmettre une action mécanique qui va être modélisable par un glisseur, qui, on va dire, pourrait être une espèce de force au point I, dans la direction, dont le point d'application serait le point I, dans la direction Z. Ce qui, encore une fois, si je vous laisse y réfléchir 15 secondes, je vous pense, peut vous sembler assez logique. Si vous avez un contact ponctuel,
ce que vous pouvez transmettre comme action mécanique, ce n'est qu'une force. Ok, donc là on l'a fait pour le stylo, on pourrait faire ce raisonnement sur plein de liaisons, on va en faire une autre juste après. Mais avant ça, est-ce que vous remarquez quelque chose de remarquable Est-ce que vous remarquez quelque chose de remarquable entre les deux torseurs cinématiques et d'action mécanique transmissible que j'ai écrit là pour ma sphère plan d'axe IZ? Je vous laisse regarder les formes de ces torseurs. Alors, première remarque importante, ils sont exprimés au même point et dans la même base. Ça sera important par la suite. Ensuite, on a ce qu'on appelle une complémentarité croisée. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose de non nul dans le torseur cinématique en résultante, ça va me donner des composantes nulles en moment dans le torseur d'action mécanique transmissible. Et de même, si vous regardez les composantes donc du vecteur vitesse du point i appartenant à 1 par rapport à 0, si on calcule le complément, c'est-à-dire que quand on a une valeur non nulle, ça devient nul et réciproquement, on trouve en fait la forme de la résultante du torseur d'action mécanique transmissible par la liaison. Si vous avez retenu ce que je viens de faire en rouge et en vert, globalement, pour l'instant, ça me va. Ça veut dire que du coup, vous connaissez maintenant tous les torseurs d'action mécanique transmissibles dans les liaisons. On se fait un deuxième petit exemple, je vous propose. On va prendre le cas d'une appui-plan de normale Z. Alors je vais juste, pareil, la redessiner rapidement. Donc j'ai mon... Voilà, donc là j'ai un plan, et imaginez que je vienne du coup poser par-dessus... Alors, une boîte à chaussures. Alors pourquoi je dis une boîte à chaussures et pas un livre? Parce qu'une boîte à chaussures, surtout si elle est vide, c'est assez léger. Et globalement, cette histoire de frottement et d'adhérence, on verra ça un peu plus tard, mais ce sera lié notamment à on va dire à l'effort normal. Pour faire simple, je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, si vous posez un gros dictionnaire sur votre table, c'est plus difficile de le faire glisser que si vous avez posé juste un petit magazine de 15 pages. Voilà, donc c'est lié en fait, pour l'instant, on va dire, au poids de l'objet. Donc je pose une boîte à chaussures. Donc ma boîte à chaussures, ça va être 2, pour reprendre les notations du problème. Et ma table, ça va être 1. Et donc j'ai une normale qui est Z. Ok. Donc le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, celui-là vous le connaissez, on a la rotation autour de n'importe quel axe qui passe par n'importe quel point de l'espace et le vecteur Z. Donc du coup, d'où le fait que j'ai bien ici du R21. Par contre, je ne peux pas tourner autour de, je vais peut-être les dessiner quand même, autour de X et de Y. Encore une fois, je vous laisse essayer de tourner votre boîte à chaussures sans changer la nature du contact. Ensuite, en termes de vitesse, ma boîte à chaussures, elle peut se translater dans le plan, mais elle ne peut pas, pour les mêmes raisons que précédemment, se translater en dehors du plan. Donc j'ai du U21 et du V21, mais je n'aurai pas de W21. Ok. Donc maintenant, on va faire un peu le même raisonnement. Votre boîte à chaussures qui est posée sur votre table. Si je viens appliquer dessus un effort dans la direction Y, par exemple, cet effort va faire translater, dès que j'ai un effort, on va dire, non nul, instantanément, ça va faire translater ma boîte à chaussures, et du coup, en pratique, je ne pourrai pas monter la valeur de l'effort, on va dire. Donc tout ça pour dire que vu que j'ai un degré de liberté V21, ça va me générer, vu que j'ai une vitesse possible dans la direction Y au niveau du point A, toujours au niveau du même point, ça va m'empêcher d'avoir un effort possible dans cette direction. Puisque dès que je vais vouloir mettre un effort, en pratique, ma boîte elle va se barrer s'il n'y a pas de frottement. Donc même raisonnement, je peux faire ça pour U21. Donc vu que j'ai un degré de liberté possible dans la direction X, dès que je vais mettre un effort dans la direction X, ma boîte va partir. Donc je ne pourrai pas transmettre d'effort entre mes deux pièces, entre mes pièces 2 et 1, dans la direction X. Par contre, dans la direction Z, j'ai pas de degré de liberté. Donc ça veut dire que là, si maintenant j'appuie sur ma boîte dans la direction Z, effectivement, ma boîte va bien appuyer sur ma table
Donc là, je vais pouvoir transmettre un effort dans la direction Z. Donc cette fois-ci, je change de couleur, le 0 qui est là va me permettre d'avoir un Z. On reparlera juste des notations X, Y, Z, LMN, etc. un tout petit peu après. Juste, déjà, première question, c'est où est-ce qu'il y a des zéros. On parlera des conventions d'écriture un tout petit peu après. Ensuite, maintenant, on va regarder pour les moments, au point A. Donc j'ai un point A quelque part, par exemple ici. Okay, on va raisonner au niveau du point A. Est-ce que je peux transmettre un couple? Alors, est-ce que je peux transmettre, on va dire, un moment au point A entre 2 et 1? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et si jamais, par exemple, je viens avec mes mains appuyer ici et tirer là. Donc on a vu précédemment qu'avec ce genre de, si je prends deux efforts dans ce sens, de sens opposé, on va dire à peu près de même norme, je vais bien générer un couple. Donc là on pourrait montrer que ça va bien correspondre à un moment au niveau du point A. Est-ce que ce moment va être transmis à la pièce 1? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de degré de liberté en rotation. C'est-à-dire que ma pièce 2, elle ne va pas pouvoir tourner par rapport à ma pièce 1. Donc du coup, a priori, elle devrait bien transmettre ce moment. Alors, une façon de le voir, c'est de retourner le problème. C'est-à-dire, prenez par exemple un plateau, et sur le plateau, vous posez maintenant votre livre. Et vous allez voir que si vous faites pencher le plateau, ça va bien faire pencher votre livre. Ce qui montre bien vu qu'il y a eu un changement d'orientation de votre livre, c'est bien que vous avez exercé un moment dessus. Vous avez exercé un couple dessus. Donc là, le fait qu'on ait un degré de liberté qui soit nul en rotation autour de l'axe AX, typiquement, ça va faire... Alors, peut-être essayer de rechanger de couleur. Ça va faire qu'on va pouvoir transmettre un moment au point A autour de l'axe X. Et de même, on va pouvoir donc faire ça pour les différentes composantes. Donc tout ça pour dire, si vous connaissez, et je pense que c'est le cas maintenant, bien votre les différents torseurs cinématiques de liaison, en fait, vous connaissez du coup tous les torseurs cinématiques d'action transmissible. Pour info rappel, ils sont tous séquence 7. Voilà. Page 7. Ils sont tous donc rappelés. Ici, donc en ligne, donc torseur cinématique et torseur d'action mécanique transmissible. Un jour, potentiellement après le confinement, vous aurez donc une super interrogation de liaison où il faudra donc connaître les torseurs cinématiques, les torseurs d'action mécanique transmissible, les schémas cinématiques, les noms et les caractéristiques des liaisons. Et ça, il faut le connaître vraiment, vraiment, vraiment super bien et par cœur. Donc, tableau à apprendre par cœur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Oui, parlons notation. Donc là, j'ai 1 et 2. Donc de façon générique, le torseur d'action mécanique transmissible entre 1 et 2, on va le noter donc T de 1 sur 2. Ça, c'est si je m'intéresse à l'action mécanique de 1 sur 2, ou T de 2 sur 1. Ça, c'est si je m'intéresse à l'action mécanique exercée par ma pièce 2 sur ma pièce 1. Voilà. Bon, donc là, on va supposer que je m'intéresse plutôt à T de 1 sur 2. Donc en termes de notation, si je l'écris en vectoriel, on l'a déjà fait, on dit que c'est la résultante de 1 sur 2, et on dit que c'est le moment en un point considéré de l'action mécanique de 1 sur 2. Ça, c'est des notations qu'on a déjà vues la dernière fois. Alors après, je peux l'écrire en ligne ou en colonne. Là, je vais voir l'écriture en colonne, mais en ligne, ça ne changerait pas grand-chose. On va le noter en général. Donc les résultantes, on les note par convention X, Y, Z. Et après, souvent, on met en indice les deux numéros 1, 2. Voilà, donc on va avoir du X12, Y12, Z12. Donc ça, c'est pour la résultante de l'action mécanique exercée par 1 sur 2. C'est en général aussi des grandes lettres. Voilà, c'est convention, c'est des majuscules.
Et en ce qui concerne les composantes donc, du moment au point A, donc dans ma base x, y, z, on va les noter L, M et N. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc encore une fois, c'est de la convention. Donc en général, dans chaque sujet, en tout cas dans les concours, on vous rappelle les conventions. Bon, notamment dans les exercices, ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est vraiment important surtout de se les approprier. Voilà. Donc si vous voyez du L, a priori, on parle d'un moment autour d'un axe X quelque chose. Donc voilà, ça c'est une question notation. Voilà, donc l'appui-plan, c'est cette histoire, on vient juste d'en parler, de complémentarité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le vecteur vitesse au point A, il va être complémentaire du vecteur résultant, et que le vecteur taux de rotation de 2 par rapport à 1, il va être complémentaire du vecteur moment au point A. Et donc un complémentaire, ça veut dire que quand il y a des zéros dans l'un, il n'y aura pas des zéros dans l'autre. Alors, petite remarque en passant. Ça veut dire aussi, cette propriété, que pour l'instant, je ne vous ai pas encore démontré. Et on va en reparler rapidement de la démonstration après, mais c'est ce qui fait appel au cours de deuxième année. Cette propriété, elle a un effet assez important, c'est que l'ensemble des points où on avait le droit d'écrire le torseur sous sa forme la plus simple, comme étant un torseur cinématique, je vous rappelle, donc typiquement pour l'appui-plan, on sait qu'on peut écrire le torseur cinématique sous cette forme-là en tout point de l'espace. Ça veut dire que le torseur d'action mécanique transmissible associé, on pourra l'écrire sous la forme qui est écrite à droite, là encore en tout point de l'espace. Donc de même, si on raisonne par exemple, on va faire un autre petit exercice. Si on s'intéresse à une pivot d'axe BZ, pourquoi pas. Donc là, on sait que le pivot d'axe BZ, c'est la liaison, on va dire, entre 1 et 2. Donc ça veut dire que le torseur cinématique de 1 par rapport à 2 ou de 2 par rapport à 1, je m'en fiche, il va autoriser au final juste une rotation autour de l'axe Z. Donc du coup, je vais avoir du 0, 0, R12 et aucune translation possible. Donc 0, 0, 0, ça c'est au point B dans la base petit b. J'en déduis par complémentarité que le torseur d'action mécanique de 1 sur 2 ou de 2 sur 1, il va avoir pour forme, donc je vous rappelle que le vecteur résultant, donc le vecteur que je vais écrire ici, il est complémentaire du vecteur vitesse. Donc vu que j'avais que des zéros, là j'aurai a priori du x12, y12, z12. Alors j'écris dans mon texte, je vais un tout petit peu me décaler. Hop. Je fais un tout petit peu de place. Je vais écrire ici. Donc toujours pour ma pivot. Et en termes de moment, donc je suis complémentaire. Donc j'avais du 0 sur x et sur y. Donc là, le moment, si je l'écris au point B, dans ma base petit b, il va bien être complémentaire cette fois-ci du vecteur taux de rotation. Donc je vais avoir du L12, M12 et 0, puisque là j'avais du R12 qui est non nul a priori. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette forme de torseur, elle est vraie au point B évidemment, mais vu qu'on sait que pour une pivot, on peut écrire ce torseur, enfin en tout cas cette forme de torseur en n'importe quel point de l'axe BZ, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous vous amusez avec Varignon à déplacer ce torseur, vous allez pouvoir mettre en évidence que pour n'importe quel point de l'axe grand BZ, on aura exactement la même forme de torseur. Encore une fois, je parle de forme de torseur. Ça veut dire que peut-être que les termes L12, M12 seront différents, mais on aura toujours en fait autant de zéros. On aura toujours notamment ce zéro-là. Voilà, donc là on vient de le faire pour la pivot. Qu'est-ce que j'ai marqué? Si un mouvement est impossible dans une direction entre 1 et 2, alors il est possible de transmettre une action mécanique. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir avec votre stylo sur la table ou avec la boîte à chaussures posée sur la table. Et il est principe de... Ok. Voilà, donc là je vous donne un autre exemple, celui de la pivot glissant. Alors attention à la pivot glissant, il est un tout petit peu plus piégeux, parce que si on applique la méthode qu'on vient de voir juste avant,
pour n'importe quel point, donc là c'est une pivot d'axe OX, donc pour n'importe quel point, ce que j'ai écrit ici, hein, c'est pour n'importe quel point appartenant à l'axe, ce que je sais, c'est que je vais pouvoir tourner autour de l'axe OX. Donc du coup, le vecteur que j'ai fait en violet, en rose ici, il est bien complémentaire. Hop, excusez-moi, je crois que je suis aligné. Il est bien complémentaire du moment. Et le vecteur vitesse au point P, il est bien complémentaire de l'effort. Mais attention, il ne faut pas se tromper. On compare la résultante... Enfin, on compare, pardon. Je reformule ma phrase. Pour définir le moment de l'action mécanique, il faut bien regarder la résultante du torseur cinématique. Et pour remplir la résultante du torseur d'action mécanique, il faut bien regarder le moment, donc la vitesse, du torseur cinématique. Et attention, hein, toujours en raisonnant au même point, sinon on va écrire des bêtises. Donc vous pouvez essayer de, comme ça, de retrouver l'ensemble des torseurs d'action mécanique transmissibles par les liaisons, hein, tous les torseurs que je vous donne dans le poly page 7. Ok. Alors, il y en a un qui va normalement peut-être vous donner un tout petit peu de fil à retordre. C'est le torseur de la... Où est-ce qu'il est, de l'hélicoïdal. Alors, dans l'hélicoïdal, hein, juste, si vous regardez votre poly, là, on a un pas à droite, et du coup, on a une relation entre le vecteur taux de rotation, enfin, entre le vecteur taux de rotation et le vecteur vitesse, lié donc par le pas. On en a déjà parlé en séquence 4 et en séquence 6. Mais si vous regardez pour le torseur d'action mécanique, vous pouvez noter ici la présence d'un moins. Alors c'est quand même un petit peu bizarre. Alors déjà, première petite remarque, hein, juste pour celui-là. Encore une fois, pensez homogénéité. Hein. L, c'est un moment, donc c'est en newton mètre. X, c'est des newtons. P sur 2pi, c'est homogène à des mètres. Pour savoir de quel côté le placer sans se tromper. Et aussi, hein, du coup, vous pouvez noter que si on s'intéresse donc... Si je reprends les notations. Voilà, donc si on s'intéresse ici, ça c'est le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Et là, on s'intéresse au torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Là, on a un signe moins qui apparaît. Pour l'instant, je vais vous demander de l'apprendre. Et dans le TD3, je vous démontrerai avec la petite parenthèse du cours de deuxième année d'où vient ce signe moins. Mais je pense que ça fait déjà pas mal de choses à ingurgiter pour le moment, donc je ne veux pas aller trop vite. Mais attention, hein, apprenez du coup bien ce... Enfin, vous pouvez vous rajouter ce que j'ai écrit hein, sur le slide ici, pour pas vous planter dans les signes. Ok. Alors, on va faire une petite pause dans la vidéo de cours et on va la reprendre pour séquencer un peu.